Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Et aujourd'hui, je vais entreprendre une série intitulée Les hommes forts du Québec. Et comme on le sait, au cours de notre histoire, il y a eu de nombreux hommes forts dans la province de Québec, et plus particulièrement autour des années 1900. Pourquoi cette force herculéenne que l'on a reconnue au peuple québécois, c'est difficile à comprendre. Il y en a qui disent parce qu'on travaillait très très fort, on défrichait la terre, mais il n'y a pas seulement que les Québécois en Amérique qui défrichaient la terre. Et il faut croire que nos cousins français nous ont, avec leur immigration, nous ont envoyé de très bons gènes, une très bonne sélection de gènes pour qu'on puisse développer des forces herculéennes comme ça. Comme on va le voir au cours de ces capsules vidéo, il y a eu dans notre communauté québécoise des êtres exceptionnels et doués d'une force incommensurable. Et je voudrais commencer par un qui est un peu moins connu. Moi, je suis originaire d'Alma. Et c'est pourquoi j'en ai entendu beaucoup parler quand j'étais jeune. J'étais très jeune, là. Et que l'on surnommait Landry la mâchoire. Et normalement, quand je fais des vidéos comme ça, normalement, je prends 2 ou 3 volumes pour essayer de saisir vraiment l'essence du personnage. Mais il y a un volume décrit sur ce personnage-là, Jean-Marie Prudent-Landry, qui a été publié en 2008. Et avant de commencer, j'aimerais remercier les éditions JCL de Chicoutimi. C'est marqué Chicoutimi dans le volume 2008, là, la ville de Saguenay. Je les ai demandé l'autorisation de pouvoir tirer de leur volume les photos que l'on voit ici, là. Tantôt, on en parlera plus abondamment, là. Et ils m'ont autorisé. J'ai reçu un mail et j'en suis très très heureux. Et je les remercie sincèrement. Et comme on le sait, ce livre que je détiens ici, là, a été écrit par M. Raymond Debien, qui est un universitaire qui a passé sa vie à l'Université Laval et qui est originaire d'Alma. Et le propriétaire de l'imprimerie JCL, excusez, et un autre diplômé universitaire, M. Jean-Claude Larouche. Et ils ont fait de nombreuses recherches, ils ont colligé de nombreuses informations au sujet de Jean-Marie Landry. Et je me vois dans l'obligation de commencer par tout seigneur, tout honneur, Prudent Landry, le roi de la mâchoire, s'est établi dans la ville de Saint-Joseph-d'Alma en 1930. Donc, notre ami Prudent Landry est d'origine acadienne. Et lors de la déportation des Acadiens, il y a beaucoup d'Acadiens qui ont immigré au Québec. Et sa famille, son père s'appelait Pitt Landry, a immigré en Gaspésie et ils ont défriché une terre à Saint-Omer. C'est un petit village ça, qui est dans les terres en arrière de Carleton, là, et je crois que c'est abandonné aujourd'hui. Et Prudent Landry est venu au monde en 1887 et est décédé en 1975 à l'âge de 88 ans. Et il tenait sa force de son père, Pitt, qui lui était tout petit, mais dans le jargon populaire, il était doté d'une force incomparable, là, vu même s'il était c'était un petit homme. Jean-Marie Landry mesurait 1,60 m, 5 pieds 4. Il a pesé au cours de sa carrière de 117 à 137 livres, 53 à 62 kg. Imaginez-vous.
Vous allez voir quel tour de force qu'il a fait, là. Avec un petit homme comme ça, c'est quasiment impensable. Et j'ai même lu dans Internet, quelque part, qu'il mesurait 4 pieds 8. Ça, je ne pense pas que ce soit vrai. Je me fie au livre des éditions JCL, parce qu'eux ont fait une recherche. Il y a eu plusieurs qui ont fait des recherches sur Prudent Landry, là, et ces informations-là ont été transmises par M. Landry sur la fin de ses jours, là, et il y a beaucoup dans le livre de commentaires oraux pour ceux qui l'ont vu faire ses tours de force. Et de son jeune âge, à l'âge de 16 ans, déjà il travaillait dans les chantiers. Et dans ce temps-là, les contracteurs forestiers payaient les bûcherons au nombre de billots abattus. Et dans ces années-là, il fallait qu'un bûcheron abatte au moins 70 billots par jour. Ça se faisait au chiottes. Il n'y avait pas de scie mécanique dans le temps, là. Et il devait mesurer 12 pouces à la souche, soit 30 cm, et 22 pouces au petit bout, soit 9 pouces. Et il fallait qu'il abatte en moyenne 70 billots par jour comme ça. Et à la fin du chantier, les meilleurs, il y en a qui en battaient, qui en bûchaient un peu plus que les autres, là. Mais c'était comptabilisé et c'était rémunéré à raison de 70 billots par jour. Et on rapporte que Landry, à l'âge de 16 ans, il était à une équipe de 3, là. Il y en a un qui avait 134 billots en surplus. Il y en a un autre qui en avait 138. Et Landry en avait 350. Imaginez-vous. Un petit gars de 16 ans, il était tout petit. Là, il a commencé là ils ont commencé à comprendre qu'ils savaient que son père était vraiment fort. Mais ils ont commencé à comprendre que Landry était doué d'une force exceptionnelle. Et lorsqu'ils ont fait un camp de bûcherons, une autre anecdote, il y avait une poutre de 65 pieds, c'était un arbre 65 pieds de long, que les bûcherons étaient rendus à l'installer au fait du toit. Et les bûcherons ont dit, on fera ça après dîner. Mais durant le dîner, Prudent n'était pas là. Et c'est là qu'il s'est allé seul. Il a emmené cette bille-là près du camp, à côté après le mur, prêt à monter sur le toit. Et dans ce temps-là, toutes les idoles de ces hommes forts-là étaient Louis Cyr. Et en 1904, Landry va rencontrer Louis Cyr, s'organise pour rencontrer Louis Cyr. Et quand Louis Cyr l'a vu, évidemment, imaginez-vous, Louis Cyr pesait 350 livres. Quand il a vu ce petit homme, il n'a pas été impressionné. Sauf que Louis Cyr l'a pris dans sa troupe grâce à ses mâchoires exceptionnelles. Dans ce temps-là, Landry, le king, le roi de la mâchoire, avait... il gagnait 50 cents par jour, plus ses repas. C'est de même que ça se payait dans ce temps-là. Et lorsqu'il a travaillé un bout de temps avec Louis Cyr, et il s'est rendu aux États-Unis, il a parcouru tous les États-Unis, et en Oregon. C'est un gars qui devait avoir du talent, ça. Ça devait être un bon showman, là, mais il devait avoir du talent. Il s'est associé, imaginez-vous, à Buffalo Bill Cody. Dans ce temps-là, Buffalo Bill. On voit ses films encore aujourd'hui, là. On en parle de lui. C'est un champion tireur au revolver. Et il s'est associé à lui. Et une dénommée Flossé Labranche, qui probablement devait être de descendance soit acadienne ou canadienne-française, là, était renommée comme la femme la plus forte du monde. Et Landry la mâchoire. Dans ce temps-là, il s'appelait le professeur Landry. Le professeur Prudent Landry. Parce que dans ce temps-là, quand un homme était une force exceptionnelle, il se donnait le titre de professeur, mais c'était pas dans l'enseignant, là. C'était pas pour enseigner, on l'appelait le professeur parce qu'il était supérieur à tout le monde au point de vue force. Et ils ont parcouru les États-Unis pas mal longtemps. Et bien, évidemment que la publicité se faisait d'elle-même parce que Buffalo Bill était dans l'annonce publicitaire et les journaux les annonçaient à l'avance. Ça fait que la publicité leur coûtait pas faire.
Et sur le petit pamphlet là, qui les annonçait, c'était marqué Frosty la branche, la femme la plus forte du monde. Et Buffalo Bill, le champion de tir au revolver, ça les Américains le connaissaient. Et le professeur Landry, l'homme à la mâchoire de fer, dit Iron Jaw King. C'est comme ça qu'il l'appelait aux États-Unis. Et lors de cette tournée, là, il a soulevé un poids avec ses mâchoires, imaginez-vous, de 2300 livres, 1054 kg. Et on dit qu'il avait cassé un fer numéro 9, parce que des fois, les forgerons, ils jouaient des tours, ils trempaient le fer un peu plus, mais vous savez qu'un fer trempé, ça plie pas. Hein? Si vous tirez dessus, si vous êtes assez fort, il ne pliera pas, il va casser. Ça y est arrivé plusieurs fois à Prudent Landry de casser des fers à chevaux comme ça qu'il essayait de déformer avec sa mâchoire. On le voit ici. Là. Ça, c'était pris en 1920. Voyez-vous, il y a le fer. Regardez comment est-ce que le fer est rendu. Là, il a fait ça durant les années 20. Voyez-vous, ça, c'est le titre du livre. Le livre dont je me suis inspiré. Ici, c'est son mariage. Voyez-vous, il paraissait très, très bien pour un petit homme. Et là, on le voit, là, c'est des répliques qu'il faisait dans son séjour à Alma. Là, on est en 72. Voyez-vous, il est encore douette comme un piquette, là, mais il avait 85 ans dans le temps. Ça, c'est l'histoire du manche d'âge. Il défiait n'importe qui. Quand il se mettait un manche de hache dans la bouche, du côté où la hache est entrée dans le manche en bois, là, c'était impossible de lui tourner dans la bouche. Ça, c'était impossible. Il mordait là-dedans, puis là, il y avait des hommes qui se prenaient pour essayer de tourner ça, c'était impossible. Et des fois, le manche cassait, mais là, Landry tenait le manche de hache. Et il est descendu aux États-Unis sur le Mississippi. Il a fait 6 mois sur un bateau de plaisance. Ça, c'était des gens à l'aise pour donner des spectacles là, de sa force qu'il détenait. Là. Il levait des barils de l'or. Ça pesait des 300-400 kilos, ça, avec ses mâchoires. Ça ne le dérangeait pas pantoute. Et pour imiter Louis Cyr, là, il s'en va en Angleterre. Comment a-t-il fait pour se rendre là? Nous l'ignorons. Mais sauf qu'il est allé en Angleterre. Et là, il a donné différents tours de force qu'il faisait. Lever des poids avec ses mâchoires. En tenir. Déformer des fers à cheval. Le manche de hache. Aussi, il pouvait tenir peut-être une dizaine d'hommes avec une barre de fer. Là. Il mettait un genre de tuyau qui tournait là-dedans, là, sur une seule jambe. On le voit ici. Sur une seule jambe, c'est impossible de le reculer. Mais c'est un champion des points d'appui. Il connaissait exactement comment s'appuyer pour contrebalancer la force qu'il y avait de l'autre côté du tuyau, là. Une dizaine d'hommes, imaginez-vous, qui pousse un petit homme de main, qui n'était pas de le reculer. Il était doué vraiment d'une force exceptionnelle. Et quand il est allé en Angleterre, il y avait un dénommé, il avait entendu parler qu'il y avait un géant du nom de Kimo, je crois, en Australie. Il est allé en Australie, et ensuite il est revenu en Europe. Et là, il a fait beaucoup de pays en Europe, là. Il a fait un peu toutes sortes de choses, là. Il est allé en France, il est allé en Allemagne, en Suisse, en Hongrie, en Bulgarie, en Lituanie, en Pologne, en Tchécoslovaquie, la Suède. Et pour terminer ses spectacles en France. Et ensuite de ça, il est revenu en Amérique. Et là, il y a eu quand il était en Oklahoma, il a subi une tornade et il a été blessé. Il y a eu de graves blessures. Là. Il est doué d'arrêter pour un temps. Et en 1913, Prudent Landry est âgé de 27 ans et il demeure aux États-Unis durant la guerre 14-18 pour donner des spectacles. Mais il est arrivé un malheur épouvantable pour lui parce que Prudent Landry vivait avec ses valises. Et tous ses encores publicitaires, toutes ces découpures de journaux, il les traînait
dans sa valise. Malheureusement, l'hôtel, dans la petite ville de Salem où il levait, a pris en feu. Et il a tout perdu, ses documents. Tous ses documents furent perdus. Et malheureusement, c'est pour ça que Landry, quand vous voyez ici, ce sont beaucoup des témoignages oraux, mais là, on le voit, là, quand il crochait une barre de fer comme ça, là il était pas jeune, là, mais il était encore d'une force herculéenne. Et après la guerre, Landry, ben là, il s'est revenu au Canada et il est resté... il a fait des shows dans sa province, là, et dans les Maritimes jusqu'en 1929. En 1930, oh, ça passera pas. En 1930, Landry se marie à Alma avec cette dame-là, Cécile Fredette, et ils ont eu 5 enfants. Depuis 1930, Prudent Landry, ou le professeur Landry, est demeuré à Alma. Et à cette époque, moi, je l'ai connu vaguement. J'ai de vagues souvenirs de lui. Et quand il se promenait sur la rue Sacré-Cœur, ou des fois, il venait entre les deux ponts, moi, je demeurais sur rue Saint-Anne, là. Puis là, il se tenait les jambes bien raides, il essayait de me pincer les cuisses. C'était impossible de lui prendre une pincée. Même les hommes n'étaient pas capables, mais on dirait que c'était fait c'était fait juste en fer. C'était fait en muscle, cette affaire-là. C'était épouvantable. Et évidemment, que durant de 1930 à 1952, là, il a fait toutes sortes de petits boulots parce que il faisait toujours des tours de force. Il aimait toujours faire des tours de force. Fait que là, il s'amusait avec ça, mais ça dérangeait les autres et c'était dangereux qu'ils se blessent. Et malheureusement, les contremaîtres, ils disaient, tu peux plus travailler ici, là, tu vas nous faire des accidents, puis malheureusement, on ne peut pas t'employer. Fait qu'il a fait toutes sortes de petits boulots, là, puis en 1952, il y a eu un terrible accident, on dit qu'il a perdu tous ses dents. Mais moi, de mémoire, mais là, probablement que je me trompe. Parce qu'il me semblait qu'il restait une coupe de crocs, et à Alma, nous autres, on ne savait pas son nom. On l'appelait Landry de la Mâchoire. Et des fois, dans ce temps-là, les balles de foin étaient attachées avec de la broche. Et il me semble que des fois, il en coupait avec ses dents. Mais là, je vous dis ça sous toute réserve parce que M. Desbiens, l'auteur du livre, nous dit qu'en 1952, il n'y avait plus de dents. Donc, c'est peut-être moi qui n'ai pas correct, là. Et quand j'ai réalisé ce petit vidéo, quand je l'ai écrit, là, pour condenser le livre, et il m'est venu à l'idée que j'ai pensé à la petite Céline Dion de Charlemagne. Imaginez-vous, cette petite femme toute petite, comme Prudent Landry, qui est devenue une des plus grandes chanteuses au monde. Et je me demande si Prudent Landry avait eu comment je dirais, un gérant comme René Angélil. On en parlera encore bien plus aujourd'hui. On aurait fait toutes sortes d'histoires à ce sujet de ce type-là. C'était un type enjoué. Il aimait ça jouer des tours. Il faisait des tours de force épouvantables. Et on aurait pu faire, je ne sais pas, des séries télévisées ou qu'aujourd'hui, ou des histoires sur Prudent Landry, de Iron Jaw, Landry autour du monde. C'était un type vraiment sympathique. Il n'y avait aucune malice. Et mon plus grand désir serait de constater qu'un mécène pourrait s'intéresser à Prudent Landry, le roi de la mâchoire, pour essayer de faire des recherches à travers le monde, partout où il est passé. Les auteurs du volume disent qu'ils ont essayé de trouver des vestiges, mais certains qu'en Europe, il doit y avoir des vestiges dans la Bibliothèque nationale, ou il doit y avoir des vestiges un peu partout,
du passage de Prudent Landry dans ces pays-là, et possiblement en Australie. Il y en a sûrement aux États-Unis. Mais ça prendrait un mécène qui voterait un bon budget via M. Raymond Debien, qui est encore vivant, et M. Jean-Claude Larouche, le propriétaire des éditions là, JCL, pour essayer de trouver des preuves à travers le monde comme quoi Prudent Landry, tout ce qu'il nous a raconté, c'est avéré vrai. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.